Bien, bonsoir à tous. Bienvenue à la Libre Pensée parisienne, dans la salle qui est la salle de la Fédération nationale de la Libre Pensée. Ce soir, nous sommes avec Benoît Schreckenburger, qui est agrégé de philosophie, qui enseigne dans les classes supérieures au lycée de Mantes et qui est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont récemment texte sur le matérialisme, l'intelligence du matérialisme, un autre livre consacré à Machiavel, et donc tout récemment, ce livre, La haine du peuple, qui a peur de la démocratie. Et donc c'est pour présenter, commenter ce livre et susciter une discussion parmi vous que Benoît est avec nous ce soir. Alors, ce livre a pour titre La haine du peuple et pour sous-titre Qui a peur de la démocratie. Alors, Benoît est philosophe, mais ne vous attendez pas à un ouvrage qui glose à perte de vue sur la bonne définition de la démocratie, parce que même s'il y a des éléments historiques sur la démocratie et la façon dont elle a été conçue, commentée et combattue au cours des siècles, c'est autre chose que se propose Benoît. Je pense qu'il va vous l'expliquer. Le sous-titre est extrêmement important. La haine du peuple, c'est en quelque sorte partir de ce qui est la négation de la démocratie. Alors Benoît pourra vous expliquer qu'il ne s'agit pas de la démocratie en tant que formule, parce que si c'est une formule, comme il l'explique, à ce moment-là, c'est la quadrature du cercle, mais d'un mouvement, à la fois une aspiration et un mouvement qui, à mon sens, est tout à fait inéluctable, même s'il rencontre des obstacles, vers la démocratie. La haine du peuple, donc, c'est-à-dire tout ce qui s'exprime. Et l'actualité, aujourd'hui, nous en donne des exemples absolument effroyables. Nous avons vu, effectivement, de nombreux responsables politiques, journalistes, commentateurs de toutes sortes, exprimer cette haine du peuple, et en particulier, je crois que tout le monde a en tête les commentaires racistes absolument immondes qui ont été faits contre Bali Bagayoko pour son élection à Saint-Denis. On a eu droit à la haine du peuple véritablement concentrée à ce sujet. Alors ce n'est pas sur ce point d'histoire précisément que Benoît a construit son livre, mais je pars de cela pour dire que la grande qualité, à mon sens, de ce livre, où vous pourrez trouver le côté dissertation philosophique qui est nécessaire, vous l'aurez, mais c'est de partir du sensible. C'est-à-dire que partir de cette constatation que oui, nous sommes confrontés et nous ressentons cette haine contre un Bali Bagayoko, contre d'autres, nous la ressentons contre une haine contre nous-mêmes, contre le peuple. Or, dans la lutte pour l'émancipation, partir du sensible est essentiel, partir véritablement de choix qui sont du domaine déjà, oui, du sentiment humain, c'est essentiel. On sait que Marx ne se serait pas lancé dans son formidable travail et dans son militantisme sans avoir fait le choix de se situer de se placer du côté des opprimés, de se placer, dans son cas, du côté du prolétariat. Donc c'est cet aspect justement sensible qui m'a beaucoup touché, et je vous invite à écouter Benoît. Bon, merci pour cette introduction. Je vais essayer donc d'être assez sensible et pas de trop disserter, pas d'être trop abstrait. Donc je suis évidemment très content de donner quelques mots sur ce bouquin dans cette salle qui est quand même une salle où on a beaucoup défendu la démocratie et la laïcité, et j'en dirai quelques mots justement pour montrer pourquoi il y a un lien évident entre la libre pensée et la démocratie. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre ? C'est un livre dont le projet est très ancien.
parce qu'aussi loin que je me souvienne de mon engagement militant, de mes études de sciences politiques à Saint-Denis, etc., il y avait quand même quelque chose que je ne comprenais pas. Alors pour moi, c'était évident que le gouvernement ou la démocratie était le régime le plus naturel. Puisque la politique concerne tout le monde, il est normal que tout le monde soit concerné par elle et qu'on ne voit pas pourquoi il ne devrait pas y avoir de démocratie et que tous les autres régimes me semblaient infondés. Et pourtant, dans l'histoire, les autres régimes dominent. Bon, ça c'était un premier élément. Le deuxième élément, c'est que j'ai découvert, notamment, alors pour le coup, en travaillant et en étudiant la science politique, que même parmi les plus grands penseurs, en fait, ils sont très rares, ceux qui sont démocrates. C'est un peu comme les athées, d'ailleurs, au passage, puisque tous les élèves que j'ai n'arrêtent pas de me dire « Ah, monsieur, les philosophes sont athées, donc je prends la liste des philosophes au programme. » Hélas, non. La plupart sont plutôt déistes, théistes, croyants, etc. Même chose pour les philosophes. Très peu d'entre eux sont démocrates. La plupart des philosophes, et des philosophes de belle taille, hein, de Platon à Hegel par exemple, sont contre la démocratie. Et j'ai essayé de comprendre d'où venait un petit peu cette idée. Alors, ce livre, en plus, prend place dans une actualité éditoriale, puisque ces temps-ci, plusieurs livres viennent de sortir sur la question démocratique. Hein, Edoui Plenel a sorti un tout petit livre sur la démocratie n'est pas le vote, pour essayer de montrer que la démocratie ne se réduit pas au régime électoral. Geoffroy de la Gannerie a sorti un livre qui s'appelle L'âme noire de la démocratie, où il dit à peu près l'inverse de moi, donc c'est très bien, comme ça on pourrait discuter. Et Marcel Gauchet, qui depuis des années travaille sur la question de la démocratie, a aussi publié un livre ces temps-ci sur comment pense la démocratie. Alors ce que j'ai essayé de travailler dans ce livre, c'est l'histoire, l'origine, d'abord du rejet de la démocratie. Hein, c'est pour ça que j'ai appelé ça la haine du peuple. Et l'essentiel du livre essaye de montrer comment, par divers biais, à toutes les époques, la question de la démocratie a été rejetée. Et pour cela, évidemment, il faut passer par la démocratie grecque, par l'Antiquité grecque, pas seulement pour les questions d'étymologie. Hein. Jean-Pierre Vernant disait que la Grèce a inventé en même temps la politique et la démocratie. Et c'est vrai qu'en Grèce, on trouve toutes les formes de philosophie et toutes les formes de politique. Hein, et que c'est intéressant de regarder ce qui s'y passait à ce moment-là. Alors, la démocratie, elle n'est pas née qu'à Athènes. Il y a d'autres expériences démocratiques dans l'univers grec. La démocratie qui nous vient tous à l'esprit, sans vraiment toujours l'interroger, c'est la démocratie athénienne. Bon, une démocratie assez particulière. Hein. Évidemment, tout le monde sait qu'elle concerne peu de monde, qu'elle exclut les femmes, les esclaves, les étrangers, et que ne sont citoyens que les natifs eux-mêmes de citoyens athéniens. Mais quand même, notons que cette démocratie grecque, elle nous apprend un certain nombre de choses sur ce qu'est, non pas la vérité de la démocratie, mais en tout cas sa dynamique. Elle repose d'abord sur une forme d'égalité. D'abord parce qu'elle est née, historiquement, d'un certain nombre de réformes, notamment les réformes qui ont mis fin à l'esclavage pour dette, autre nom de la pauvreté. Hein. C'est-à-dire que acquéraient le statut citoyen des gens qui auraient été exclus de par leur statut social de la citoyenneté. Et puis ensuite, elle repose d'abord aussi sur deux principes égalitaires. L'égalité de droit, l'isonomia, hein, tous les citoyens ont les mêmes droits à Athènes. Les citoyens seulement, comme on vient de le dire. Bon. Et également l'égalité de parole. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, il suffit d'être citoyen pour discuter les lois, pour y participer. Et de ce fait, ce que pose comme principe la démocratie grecque, c'est qu'il n'est pas question de compétence. On n'a pas à avoir un brevet de compétence pour faire de la politique. Parce qu'on est citoyen, on est capable de gérer, de s'exprimer et d'occuper pratiquement toutes les fonctions politiques qui étaient dans les institutions athéniennes qui étaient assez complexes dans leur genre. Et donc, le tirage au sort, plus que l'élection, le tirage au sort est l'une des modalités essentielles du fonctionnement de la démocratie grecque. Le président de l'Assemblée était tiré au sort, par exemple. Voilà. Et il changeait, hein, quasiment quotidiennement. Voilà. Bon, donc c'est cet élément qui est très important pour comprendre que, dès le départ, l'idée de démocratie est liée à la pluralité et aussi à l'égalité.
Et c'est justement en raison de cette absence de brevet de compétences, de diplôme ou de statut qu'un certain nombre de penseurs, très très vite, vont s'opposer au système démocratique, à commencer par Platon, qui dans la République préfère un gouvernement où les rois seront philosophes ou les philosophes rois, selon la formule qu'il emploie, et dans lequel il décrit l'homme démocratique avec tous les traits de la démagogie, de quelqu'un qui ne pense qu'à son ventre, et dit-il, même les chiens sont plus libres en démocratie, pour montrer que, somme toute, c'est un régime dans lequel la rationalité semble disparaître, puisque on n'écoute pas ceux qui savent ce qu'il faut faire, et que tout le monde peut prendre la parole. C'est une raison d'ailleurs de la division classique en philosophie depuis Platon entre les philosophes selon Platon et les sophistes, puisque les sophistes maîtrisant le pouvoir de la parole, ils donnaient en quelque sorte corps à cette démocratie que rejetait Platon. Aristote aussi, pendant qu'on y est, deuxième grand fondateur de la philosophie, Aristote qui dans les politiques décrit très classiquement toutes les formes de régime, par le nombre, un seul, plusieurs ou tous, monarchie, aristocratie, démocratie, et il fait une deuxième classification en disant les bons régimes et les mauvais régimes. Un bon régime, c'est celui qui agit dans l'intérêt de tous. Alors, par exemple, une royauté qui agit dans le bien commun est un bon régime. En revanche, une tyrannie ou un despotisme est un mauvais régime. Et il range la démocratie parmi les mauvais régimes. Pourquoi ? Parce que, dit-il, c'est le gouvernement où ce sont les pauvres qui sont les plus nombreux. Il ne cherche pas à comprendre pourquoi il y a plus de pauvres que de riches. Qui gouvernent. Et comme on le sait, dit-il, ils sont rarement les meilleurs. Voilà. Donc dès le départ, il y a cette double critique de la démocratie. D'un côté, elle serait irrationnelle, elle ne serait pas du côté de la science qui sait ce qu'il faut faire, et donc elle amène à la catastrophe. Et d'autre part, c'est un régime des pauvres. Et toute l'histoire, en fait, du rejet de la démocratie est fondée sur ce principe. Les philosophes dans l'Antiquité grecque ne sont pas les seuls ou les mêmes à rejeter la démocratie. On a également chez les dramaturges, ou les historiens. Le pseudo-Xénophon a publié un texte qui s'appelle « La Constitution des Athéniens », dans lequel il dit « Partout sur Terre, les meilleurs sont les ennemis de la démocratie. » Et Thucydide accuse les démocrates de tuer par avance les riches pour éviter de perdre le pouvoir. Alors, cette double dimension à la fois manque de rationalité et prime à la pauvreté est le fil rouge du rejet de la démocratie. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire, vous avez le bouquin. Et d'ailleurs, dans le bouquin, je fais des grandes enjambées. Je parle très très peu, par exemple, de la période médiévale. Il y aurait des choses à dire notamment dans l'Église sur les fraternités plutôt dolciniennes, etc., qui étaient contre les richesses. Mais bon, on n'a pas le temps, voilà, et j'ai pas pris le temps, dans mon livre non plus. Par contre, ce que j'ai relevé, c'est qu'il y a un élément central qui nous concerne aujourd'hui, toujours, c'est l'État. La politique ne se vit plus sous la forme de la cité grecque ou de la République romaine, une république très particulière au passage, pas plus qu'elle ne se vit sous la figure des anciennes royautés, duchés, etc., où la séparation entre le privé et le public, la personne du roi et la personne politique, vous voyez tous les débats sur le double corps du roi par exemple, n'était pas nette. Mais avec la création du concept d'État, et notamment de l'État souverain, c'est la forme dans laquelle nous vivons encore. Toutes les guerres sont des guerres de souveraineté, et aujourd'hui, on est encore dans ce schéma-là. Or, les penseurs de la souveraineté, Jean Bodin, par exemple, en France, avec les 6 livres de la République, Thomas Hobbes avec le Léviathan, le citoyen, etc., inventent une nouvelle structure dans laquelle l'État est fondé comme une entité permanente, donc qui survit à la passation des gouvernements. Quand le roi meurt, vive le roi, donc l'État demeure. Pendant longtemps, dans le métro, et le règlement du métro, c'était encore le règlement de 42. Voilà. Donc il y a une sorte de continuité de l'État, quels que soient les régimes. Et cette structure de l'État, elle est fondée sur un principe d'unité et de subordination, c'est-à-dire que tous les citoyens doivent obéir à la loi qui émane de la volonté centrale de l'État.
Et donc la structure fondamentale de l'État souverain, c'est un pouvoir absolu, d'un seul, l'État comme principe, sur tous. Et comme par hasard, vous voyez bien que cette structure est monarchique par essence, et Baudin et Hobbes, immédiatement, disent, d'ailleurs, le plus simple, c'est de confier l'État à un roi. Parce que le peuple, dit Jean Baudin, c'est la foule qu'on doit ranger à coups de bâton. Voilà, puisqu'il a pour l'image, le peuple, c'est la foule des marchés qui crie, qui piaille, etc. Donc ça ne peut pas donner une volonté, il ne peut pas déterminer des lois. Et donc cette structure monarchique de l'État, c'est celle dont nous sommes encore tributaires, et c'est celle qui nous empêche peut-être parfois de penser véritablement la démocratie par sa verticalité. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des sous-bassements, pas simplement politiques et historiques, hein. On est dans des sous-bassements structurels, des sous-bassements philosophiques, métaphysiques. C'est l'un contre le multiple, c'est ceux qui ne bougent pas contre qui changent. Donc on est vraiment dans des catégories de pensée qui viennent de très très loin, qui remontent à Parménide et Héraclite notamment. Bon. D'où la nécessité pour nous aussi peut-être de ne pas confondre démocratie et république. Ce qui est pour les Français pas facile. Parce que depuis 1789, nous pensons que république et démocratie, c'est un peu la même chose, ne serait-ce que parce que la République française a aboli la monarchie de droit divin, et qu'on est passé d'une souveraineté royale à une souveraineté du peuple. C'est tous les débats du début de la Révolution, je parle sous les contrôles de Jean-Marc, mais notamment pour savoir à qui on va confier l'Assemblée nationale, comment on va déterminer la loi, comment est-ce qu'on va donner un corps qui va pouvoir s'exprimer. Bon, donc voilà, pour nous, on a un peu cette image que république et démocratie, c'est la même chose, alors que l'histoire des républiques, j'ai évoqué tout à l'heure la République romaine, bon, loin d'être démocratique. Quantité de formes républicaines ne sont pas par nécessité démocratiques. La République de Venise n'était pas démocratique, dirigée par un doge, par exemple. Les républiques à lesquelles Machiavel pense beaucoup, la République de Florence, c'est un système extrêmement complexe de juxtaposition des différents corps de métier, les grands, le prince, etc. Bon, bref, donc l'idée républicaine n'est pas nécessairement démocratique, à telle enseigne qu'un pays qui se dit aujourd'hui démocratique, qui se dit, hein, les États-Unis d'Amérique, les fondateurs des États-Unis d'Amérique, dans les Federalist Papers, c'est-à-dire dans les textes qui ont accompagné la création de la Constitution américaine, écrivent noir sur blanc qu'ils font une république parce qu'ils ne veulent pas faire une démocratie, parce qu'ils ont peur que le peuple devienne, selon le concept de Tocqueville, hein, un nouveau despote, parce qu'ils ont peur que le peuple, la majorité, et donc les plus pauvres, dominent sur les plus forts et les plus riches. Donc ça, c'est un élément très important, et c'est ce qui explique aussi cette constitution de l'État souverain autour de la volonté de la loi qui s'impose à tous, le caractère monarchique de l'État et de la Ve République. Alors, parce que là, pour le coup, la Ve République, on a un bel exemple d'une république qui se prétend démocratique. Article 1er de la Constitution, hein, la France est une république indivisible, laïque et sociale. Bon, on a l'impression que plus ça va, plus ça dégrade dans l'énonciation des termes. Voilà. Et dans l'article 2, se conclut par l'idée que le principe de la République, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bon. Elle se présente comme démocratique. Or, on sait très bien que c'est une des constitutions qui, par nature, est la plus centralisée. L'élection d'un seul à la magistrature suprême, c'est une monarchie. Élective, mais une monarchie. D'autant que ce président est doté de capacités extrêmement coercitives. Bon, par l'intermédiaire du gouvernement qu'il nomme, il dirige et conduit la politique de la nation. Hein, dans les périodes de cohabitation, vous voyez bien que c'est pas pareil, mais sauf que les cas de cohabitation étant rendus quasiment de nouveau impossibles depuis le changement de constitution en Chirac-Jospin, il a une majorité, il nomme un gouvernement et il peut diriger la politique de la nation. L'article 16 peut lui donner le plein pouvoir. On l'a vu notamment lors des états d'urgence qui ont été pris, par exemple, lorsque les banlieues se sont mis à remuer. Hein, bon. Et puis, il y a aussi toute une série de dispositions par lesquelles l'exécutif domine de la procédure parlementaire, hein, puisque la plupart des lois viennent plutôt d'initiatives gouvernementales que d'initiatives parlementaires, et qu'il y a toute une série de mécanismes, dont le célèbre 49.3, voilà, pour bloquer, soit par la motion de censure, soit par le vote bloqué, il s'appelle comme ça, la procédure parlementaire. Donc on a une constitution
qui elle-même est assez peu démocratique. Et à l'initiative du groupe parlementaire des Verts au Parlement européen, ils ont fait un crash test des différentes constitutions des États d'Europe pour envisager la prise de pouvoir par un parti autoritaire. Voilà, bon, à l'image de ce que peut faire Trump aux États-Unis. Et ben, la République française a la constitution la plus perméable à l'autoritarisme, parce qu'avec les capacités de gouvernement qu'elle a, un parti plus autoritaire aurait tous les moyens pour mener ses positions. Et puis on a vu ces dernières années un certain nombre de mesures prises au niveau étatique qui réduisent encore un peu la démocratie. Donc, notamment ici à la Libre Pensée, on est extrêmement opposé à la loi dite séparatisme, une loi qui notamment introduit un contrôle sur les associations en rupture avec l'esprit de la loi de 1901. Et puis, il y a eu un certain nombre de décrets qui ont été passés, notamment, qui permettent aux forces de police, maintenant, de faire mention des opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales des citoyens, qui sont un certain nombre de reculs. Néanmoins, l'État souverain a un avantage, c'est que dans l'avènement de l'État souverain a participé de la sécularisation du politique. Et il n'y a pas moins démocratique qu'une théocratie. Voilà. Et le fait de poser l'État comme ce qui a le pouvoir souverain sur son territoire, on a bien vu d'ailleurs les rudes combats entre certains souverains et l'Église, est une manière de poser la volonté comme n'émanant pas verticalement d'une religion révélée, qu'on n'a pas à discuter puisqu'elle est révélée, mais étant potentiellement démocratique. Alors je ne suis pas du tout comme Marcel Gauchet, partisan de la thèse sur laquelle le christianisme est la religion de la sortie de la religion, parce que toute l'histoire du christianisme montre qu'ils se sont opposés toujours à une forme de démocratie ou de république. Ils étaient contre les droits de l'homme en 1789, bon. Mais même au XIXe siècle, au moment des débats sur la laïcité à l'école, avant même la loi de 1905, voilà ce qu'écrivait le pape Léon XIII. Refuser de rapporter à Dieu, comme à sa source, le droit de commander aux hommes, c'est vouloir ôter à la puissance publique son éclat et sa vigueur. En la faisant dépendre de la volonté du peuple, on commet une erreur de principe, et en outre, on ne donne à l'autorité qu'un fondement fragile et sans consistance. Il écrit ça au moment des lois Jules Ferry sur l'école contre la démocratie. Et il y a bien un auteur qui a montré la nécessité de séparer le religieux politique très tôt, au moment même où se forge le concept d'État, c'est Spinoza. Spinoza qui insiste très fortement. Alors Spinoza, qui est un des rares à écrire noir sur blanc que la démocratie est le régime le plus naturel de la politique, et surtout qui indique qu'il faut absolument séparer l'instance religieuse et l'instance politique, notamment en reprenant la vieille critique qui remonte aux épicuriens, de la manière dont les souverains, les puissants, utilisent la religion pour maintenir leur emprise. Alors voilà un peu le cadre jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle dans lequel s'est construit l'antidémocratisme. La Révolution française aurait pu changer beaucoup de choses. Bon, il y a le grand siècle des révolutions, la Révolution anglaise, la Révolution américaine, la Révolution française, un cycle comme ça où plusieurs éléments se mettent en place pour lesquels on pourrait se dire que enfin on va pouvoir donner au peuple la parole. Sauf que très rapidement, c'est l'inverse qui se passe. Après 1789, on va peu à peu exclure le peuple de la politique. Alors d'abord, très simplement, en le divisant en deux, en excluant les femmes, puisque dans la Révolution française, elles n'ont pas eu de statut politique. On leur a interdit même de participer au club politique, parce qu'au début, elles participaient au club politique et puis elles ont été interdites de club. Et alors que c'est en partie grâce à la montée des femmes à Versailles qui ont ramené le roi à Paris que la Révolution a lieu. C'est peut-être plus important que la prise de la Bastille, en quelque sorte. Bon. Et puis ensuite, par tous les mécanismes censitaires qui ont été mis en place, contre lesquels Robespierre s'est élevé d'ailleurs, très tôt. Et on a la même chose avec la Troisième République, où à ce moment-là, c'est Thiers qui va mener la campagne pour introduire encore une forme de suffrage censitaire dans cette période. Et toute cette période, c'est la période de la pensée réactionnaire, les Bonald, les de Maistre, ceux qui vont faire le fond
du pétainisme ensuite, qui est résolument une régression anti-républicaine et antidémocratique. Et maréchal Pétain de l'époque, Philippe Pétain maintenant, car le traître n'a plus le droit à son statut, avait un projet politique qui était résolument antidémocratique et anti-lumière, et il l'a assumé très très vite. Bon. Tout le 19e siècle, hein, on a ce débat, et là encore, hélas, les philosophes ne montrent pas le bon chemin. Au mieux, ils sont républicains, mais très modérés, comme Kant, hein, voire partisans d'une monarchie constitutionnelle, mais une monarchie quand même avec Hegel. Et puis on sait tous que l'aristocrate Alexis de Tocqueville, revenant d'Amérique, nous donne le concept de despotisme démocratique, hein, dans lequel il a peur qu'en effet la démocratie vienne saper le fondement du pouvoir. Bon. Le cas de Nietzsche me semble aussi très important à souligner, parce que, outre l'importance de Nietzsche, évidemment, quelqu'un qui théorise le surhomme et un sentiment aristocratique ne peut pas être soupçonné a priori d'être favorable à la démocratie. Pour lui, la démocratie, c'est la décadence de l'État, voilà. Et surtout, il voit dans le socialisme et l'anarchisme une forme dévoyée de christianisme, et on sait qu'il détestait déjà le christianisme, donc ça ne va pas aider beaucoup. Bon, j'insiste un peu dans mon livre sur Nietzsche, comme j'insiste sur Carl Schmitt, parce qu'il y a des lectures de gauche de Nietzsche et de Carl Schmitt, le théoricien du régime juridique du Troisième Reich, qui fleurissent à gauche et dans la gauche radicale, et que je veux vraiment pointer là, les enjeux de ces penseurs un peu disruptifs, comme on dit maintenant, mais pour Nietzsche assez ambigu et absolument irrécupérable pour Carl Schmitt, ne serait-ce par son antisémitisme absolument avoué jusqu'après-guerre, hein, où il continue à avoir des textes antisémites, mais aussi parce que c'est via Carl Schmitt, on comprend comment une forme de libéralisme autoritaire peut se développer. C'est Grégoire Chamaillou qui a publié des textes de Carl Schmitt, qui, dans les années 30, au moment où il prend parti pour le nazisme, va voir le patronat allemand en expliquant que l'économie de marché libre a besoin d'un État fort. Et qu'il vaut mieux être gouverné par les nazis qui sauront mettre à bas les syndicats, hein, pour que le libéralisme économique se développe. Alors, on avait déjà cette expression chez Marx, hein, dans son discours sur le libre arbitre, par exemple. Il a cette expression, mais un libéralisme autoritaire, antidémocratique, est parfaitement possible. Chapoutot l'a montré dans son ouvrage Libre d'obéir, sur comment un certain nombre de politiques managériales peuvent continuer dans cette dimension. Et puis il y a tout le cas de l'Amérique latine, hein, et notamment je cite un certain nombre de faits connus, hein, sur Hayek et Friedman, qui ont soutenu, encouragé la dictature de Pinochet, Chicago Boys, mais Friedman disant carrément que la seule dictature qu'il ait connue en Amérique latine, c'était le gouvernement Allende. Voilà. Bon, donc voilà comment on peut avoir une collusion, hein, parce que le mot libéralisme ne veut pas dire forcément liberté, hélas, comme souvent. La ruse de l'histoire est terrible de ce point de vue. Alors, un élément qui me semble important à souligner, c'est d'essayer de comprendre en partie pourquoi tous ces intellectuels, parfois intéressants quand même, Platon, Hegel, Kant, ne sont pas à jeter, ont fait ce choix de l'antidémocratisme. Bon. Je pense que c'est autour de la question du rapport entre vérité et politique, entre raison et politique. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, hein. Si Alain Minc se réclame du cercle de la raison, contre par exemple les protestations des Grecs lorsque la Troïka voulait leur imposer des politiques rigoureuses, la plupart de ces intellectuels ont un problème avec le peuple, c'est-à-dire qu'ils n'aimeraient pas que le peuple dirige. J'ai trouvé dans le journal d'Amiel de 1866 cette formule. L'intellectualisme est antidémocratique, car stultis sunt innumerabiles. Les idiots sont innombrables. Voilà.
Et je crois qu'il y a un peu ça dans le côté de la classe intellectuelle, l'idée qu'eux ne sont pas idiots, parce qu'ils sont intellectuels, et que la démocratie pose cette difficulté qui est de laisser la place à ceux qui, selon eux, sont idiots. Et au XXe siècle, de nombreux courants vont faire fond là-dessus. Il y a toute une partie de la sociologie politique qui commence en Italie avec Michels, Pareto, on retrouve après avec Crozier en France, Samuel Huntington qui a aussi théorisé le choc des civilisations, Lipset, bon, qui vont théoriser d'une part l'élitisme, l'idée que la politique est une affaire d'élite et que au mieux, comme dit Schumpeter, il faut avoir le bon moyen de choisir les bonnes élites. Et c'est ça la démocratie électorale élective, avec tous ces systèmes de filtres, les candidats hors système qui sont éliminés, ceux qui n'ont pas fait les bonnes écoles, etc. etc. Bon. Et puis surtout, l'idée d'une sociologie qui théorise l'apathie politique. Alors l'apathie, ce n'est pas le nom d'un commentateur célèbre de la théorie politique. L'apathie, c'est donc l'absence de passion, voilà, l'absence de force. Il théorise que le fait d'avoir une abstention des classes populaires est bon pour un État. Il faut encourager. À chaque élection, on dit, oh là, il y a un problème avec l'abstention. Non, ils sont certains à penser que ce n'est pas un problème. Ils ont très peur quand le peuple se mêle de politique, quand le peuple envahit les rues, les boulevards, les ronds-points avec les gilets jaunes, qui défilent sur les Champs-Élysées. Ça fait peur. Voilà. Donc, moins le peuple se mêle de politique, mieux c'est. Et donc, il y a un courant là de sociologie politique qui est important. Et on le voit notamment aussi dans le cas de la constitution en France des écoles de sciences politiques. Alors, je mets de côté Sciences Po Saint-Denis, voilà, Paris 8, pour des raisons extrêmement évidentes pour ceux qui y sont allés. Mais les écoles de sciences politiques qui sont nées au début du XXe siècle, notamment à l'initiative de Boutmy, qui donne son nom à l'amphithéâtre de Sciences Po, bon, sont des écoles qui ont été constituées sous la Troisième République avec l'idée que la noblesse de naissance n'est plus possible, n'est plus défendable, il faut lui substituer une noblesse de la compétence. Voilà. Hein, et l'école Sciences Po oppose le droit du plus capable au droit du plus nombreux. Ça, ce sont des formules de Boutmy. Et ce projet intellectuel de constitution d'une classe politique qui est tributaire d'un diplôme de scientificité fait qu'il y a ici toute une série de courants très conservateurs dans les écoles de sciences politiques, raison pour laquelle Bourdieu avait raison de condamner Sciences Po Paris, et qui ont, au nom du mérite, remplacé la classe aristocratique par une nouvelle caste formée comme une aristocratie, avec en plus, parfois, quand on voit un certain nombre des fondateurs de ces écoles, des courants eugénistes. Voilà, il n'y a pas eu non plus... mais l'eugénisme, hein, c'est une manière d'être antidémocratique. Raymond Aron, que tout le monde célèbre, parce qu'il vaut mieux avoir raison avec Aron que Sartre. Bon. Raymond Aron a écrit que seuls 10 à 20% de la population, pour des raisons génétiques, est capable de gouverner. Voilà. On a ces éléments-là. Or, cette idée est aujourd'hui, me semble-t-il, d'autant plus important que vous avez aperçu qu'aux États-Unis, il y a un courant politique qui s'appelle les néo-réactionnaires. Hein. Les néoconservateurs ont soutenu Reagan et puis Bush. Et maintenant, dans la galaxie MAGA, il y a ce qu'on appelle les néo-réactionnaires. Arnaud Miranda vient de sortir un livre qui s'appelle Les Lumières sombres, hein, sur ce courant de la galaxie MAGA, où il y a quelques philosophes, des influenceurs, des milliardaires, ou enfin millionnaires, je ne sais plus compter, mais plutôt milliardaires, bon, qui s'engagent dans un projet radicalement antidémocratique. Hein. Pour certains carrément eugénistes, hein, puisque avec leur projet de transhumanisme, par exemple avec celui qui fait les saluts nazis, là, Musk, merci, Elon Musk, voilà. Leur modèle, c'est de créer un État sur la formule entrepreneuriale, où un PDG gouverne de manière non démocratique parce que c'est plus efficace. Et quand Trump avait sorti cette idée qu'il voulait transformer Gaza en une espèce de Riviera avec des actionnaires,
L'idée, il n'est pas sorti parce qu'il est fou. Il y a des gens qui pensent qu'il faut remplacer la démocratie par ce système-là. Bon. Il me semble que, en effet, l'un des nœuds problématiques du rapport entre démocratie et sciences politiques est ici évident. C'est-à-dire que la question de la vérité en politique est un vrai problème. Vouloir créer une science politique, vouloir, comme Platon ou Aristote d'ailleurs, penser que le philosophe pour Platon, ou écrire un ouvrage de science politique, la science architectonique, nous dit Aristote, celle qui doit dominer toutes les autres, est possible, ça présage qu'il y a une vérité possible en politique. Bon. S'il y a une vérité possible en politique, en effet, on peut faire une science, et la science n'est pas démocratique. C'est pas être contre la science que de dire ça, au contraire, la science a des procédures de validité qui ne votent pas. C'est pas au plus grand nombre qu'on sait si la chute des corps est un mouvement uniformément accéléré. Voilà, ça se démontre, et c'est pas un processus démocratique. Bon. Mais que la science ne soit pas démocratique pour établir les lois de la nature, qui sont des lois existantes et factuelles, n'est pas la même chose pour penser les lois politiques. Et toute l'histoire de la théorie politique, d'ailleurs, mélange souvent, on voit dans les textes de Montesquieu ou de Descartes, etc., ce concept de loi, en mélangeant loi politique, loi naturelle, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien qui détermine quoi et quel est le modèle de l'autre. Bon. Les lois politiques ne sont pas des lois qui décrivent un état des faits, mais sont des lois qui se produisent. La politique, c'est produire des lois, c'est les engendrer. Elles ne sont donc pas déterminées par avance. Donc on ne peut pas vouloir avoir un mode de détermination de la loi qui serait en fonction d'une compétence donnée par ceux qui sont compétents, d'une rationalité qui serait la rationalité scientifique. Et c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs chez Machiavel, mais ce n'est pas le lieu de forcément développer. Machiavel, c'est d'autres livres. Mais c'est ça qui est très intéressant chez Machiavel, c'est que chez Machiavel, il n'y a jamais de loi générale. Machiavel voit chaque cas, au cas par cas, créer des nouvelles situations sur lesquelles il faut interpréter ce qui se passe. Contrairement à ce qu'on croit, Machiavel ne pas les conseils comme ça ex cathedra. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je pense que Geoffroy Laganerie se trompe dans son dernier ouvrage, Les Lumières, l'âme noire de la démocratie, l'âme noire de la démocratie de Laganerie, parce que Geoffroy Laganerie, qui a donc des positions très progressistes, etc., prend appui sur le fait que dans certains États américains démocratiques, avec les néoconservateurs, on est revenu en arrière sur l'avortement, sur le droit des minorités. Et donc il estime que, par moment, la formule est pour que la politique soit plus libre, plus rationnelle, plus respirable, dit-il, pourquoi ne donnerions-nous pas à des scientifiques le pouvoir de censurer les lois ? Il a l'air de croire que par nature, la science serait plus favorable aux minorités, plus favorable. Bon, en fait, je crains que ce n'est pas un problème de science. Ce n'est pas un problème de science. La science n'a pas à se prononcer sur des lois sociales et des lois politiques, et qu'il dénonce dans la démocratie, à mon avis, justement, ce qui n'est pas démocratie. Il confond le système d'état de droit représentatif avec l'idée de démocratie, d'une part, et d'autre part, je ne sais plus ce que je veux dire. Je ne sais plus. C'est pas grave. Mais pourtant, c'était très intéressant. Sur le contrôle de la politique par la science. Oui. C'est ça ? Oui. Ah oui. Non. On ne parle pas de l'économie. Laganerie ne parle pas d'économie. Qui contrôle Benoît ? Voilà, c'est ça. Ouais. Non, en fait, ce qu'il dénonce dans la démocratie, il dit, puisque la démocratie, c'est la liberté de choix, c'est une procédure, elle ne garantit pas que la décision soit forcément progressiste. Bon. Et personnellement, je pense que oui, c'est ce qui fait le cas de la démocratie. C'est une vieille lune. C'est que c'est une procédure. Oui. Et que s'il s'agit de discuter des lois qu'on veut avoir, on ne peut pas les déterminer par avance avant de consulter. Et que c'est le discours politique qui doit mener lieu à l'idée démocratique. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Et donc, ce qui est important de noter ici, c'est que le processus démocratique, ce n'est pas une institution, c'est une manière de faire en sorte que la loi s'élabore par la consultation du plus grand nombre. C'est un élément, par exemple, chez Rousseau, que n'a pas vu Laganerie, tiens encore, chez Rousseau, où dans la production de la volonté générale, ce qui est l'essence même
de la volonté du peuple pour Rousseau, c'est le processus qui produit la volonté générale. Elle n'est pas donnée par avance. Rousseau, dans le contrat social, donne très peu d'exemples de concrets de lois qu'il voudrait. Il dit comment la volonté générale peut se déterminer. Et donc c'est ce processus qui permet, par la consultation de chacun et de chacune, donc l'égalité, le système grec, qui est à l'origine de l'idée démocratique. Alors, je passe sur d'autres éléments, mais dans mon livre, je donne quand même à la fin la parole à quelques défenseurs du peuple. Il y a une sensibilité à défendre le peuple. C'est d'ailleurs pour ça que la couverture, c'est un tableau assez célèbre, qui est quand même magnifique, pour montrer un peu la force du peuple encore, que quelques-uns des penseurs qui en politique ont accordé au peuple une place éminente étaient eux-mêmes, vivaient dans la pauvreté. Je pense à Babeuf, Marx aussi d'ailleurs au passage, Rousseau, qui a pas eu, voilà. Donc il y a cet élément-là, et donc je donne dans le livre la parole à un certain nombre de penseurs de la démocratie, à commencer, pour ce qui est du XXe siècle, aux anarchistes, parce que je trouve qu'il y a un élément commun entre l'idée d'anarchie et l'idée de démocratie, c'est que tous les deux sont des contradictions en fait. C'est-à-dire que face à la verticalité du pouvoir, l'anarchie essaie d'organiser un ordre, de faire sortir l'ordre du chaos, bon, mais avec toujours la limite que si on veut ensemble produire quelque chose, comment est-ce qu'on est à la fois dans la consultation et ensuite dans l'application. Et la démocratie, c'est la même chose. C'est comment ce démos horizontal, égalitaire, et ce kratos vertical et contraignant peuvent se structurer entre eux. Je trouve qu'il y a une contradiction nécessaire et utile dans l'idée démocratique, qui ne peut jamais être définitivement réalisée, puisque elle est par définition dans la contradiction et qu'elle appelle en permanence le dissensus plutôt que le consensus, la discussion plutôt que la contrainte. Alors, donc dans l'histoire, il y a quand même des pensées démocratiques. Dès l'Antiquité, alors pour le coup, je donne droit à une lecture des sophistes qui permet de réhabiliter un peu les sophistes. Alors pas tous, il y a quand même des sophistes qui étaient franchement des oligarques, des aristocrates, etc. Mais la thèse de Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, est un élément de constitution de l'idée démocratique. Après, donc, Machiavel, la Boétie sont des moments dans lesquels un certain nombre de critiques du pouvoir, de mise en place du peuple comme acteur, ce qui est un élément central chez Machiavel, sont très importantes. Rousseau, je l'ai dit, avec la théorie de la volonté générale, est aussi un moment qui permet justement de sortir de l'incompréhension posée par Bodin et Hobbes d'un gouvernement et d'une souveraineté démocratique. Donc le mécanisme de Rousseau permet de faire ça. Et puis pour le XXe siècle, je vais picorer, j'ai fait des choix, je vais picorer comme ça quelques auteurs, notamment dans le mouvement antitotalitaire de gauche, pas réactionnaire, notamment chez les libertaires et les trotskistes, autosocialisme et barbarie, Castoriadis ou Lefort, qui essayent quand même d'aller articuler une compréhension de la démocratie vers une forme d'autogestion, ou une forme de démocratie directe, et qui permet de dépasser la simple représentation. Et puis, je donne la parole aussi à des femmes qui ont été souvent aux avant-postes. Rosa Luxembourg. Le débat Rosa Luxembourg-Lénine est là-dessus extrêmement important parce qu'elle essaie de donner une compréhension démocratique du concept de dictature du prolétariat. Simone Veil qui a vécu dans sa chair, on parlait de sensibilité, par ses années d'usine, ce qu'était la condition ouvrière, le titre de son ouvrage, mais qui a aussi accompagné ces mouvements avec Victor Serge aux confins du trotskisme et de la pensée libertaire, qui était résolument antifasciste en ces temps où antifascisme devient suspect, puisque l'antifascisme est classé terrorisme par Trump, et qu'en France on fait une minute de silence pour un néo-nazi et on condamne tous ceux qui sont antifascistes. Bon, donc tous ces éléments qui permettent d'articuler un petit peu d'autres pensées de la démocratie.
Voilà, la démocratie, c'est donc non pas une institution, non pas une forme, non pas un aboutissement, mais une tendance, un horizon, hein. Peut-être même un combat permanent pour obtenir de plus en plus la participation et réaliser ce que Spinoza appelle le plus naturel et le moins éloigné de la liberté. Voilà, merci.